Mesdames et messieurs, bonsoir. RTI1 reçoit aujourd'hui le général Issa Coulibaly, ministre de la fonction publique, sur les réformes entreprises depuis un moment en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des fonctionnaires et autres agents de l'État. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur En tout cas, merci d'être de notre ce soir pour nous dire comment apporter du bien-être aux travailleurs de Côte d'Ivoire. Pour vous interroger au cours de cette émission, nous avons appelé Rosemonde Kwadjo. Bonsoir, Rosemonde. Bonsoir, Lassine. Rosemonde Kwadjo est journaliste et chef du service Société et Économie au journal Le Quotidien d'Abidjan. Ce soir, nous parlerons recrutement à la fonction publique, nous parlerons aussi gestion des effectifs et gestion des conflits sociaux. Quant à vous, chers téléspectateurs, vous pourriez nous appeler au 22 40 12 58. 22 40 12 58. Régis Kofi, qui est au studio A, recueillera vos préoccupations et les mettra à notre disposition afin que le ministre de la fonction publique puisse vous répondre. Monsieur le ministre, je voudrais tout de suite commencer. On a entendu beaucoup de choses sur la fonction publique. Beaucoup a été dit, vous êtes certainement informé. Et vous avez entrepris des réformes, c'est ce que nous avons appris et constaté. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a vraiment fondé votre engagement à initier les réformes que vous avez entreprises au lieu d'autres réformes? Merci, Fofana. Je voudrais d'abord vous remercier de l'occasion que vous me donnez de parler aujourd'hui de la fonction publique et surtout des réformes que nous avons entreprises pour améliorer et renforcer le dispositif existant. Je voudrais associer à ces remerciements l'ensemble de l'équipe des journalistes qui nous accompagnent au quotidien pour vulgariser nos actions et les activités de nos missions. Alors, quelles sont les raisons qui ont fondé les réformes que nous avons entreprises jusqu'à présent? Je dois préciser qu'à la fonction publique, nous avions à faire face à des grandes problématiques qui nécessitaient qu'on leur apportât des réponses urgentes et appropriées. Il s'agit notamment de la question de l'organisation des concours, de la question du traitement des actes de premier mandatement, de la question des radiations pour cause de départ à la retraite, des traitements des dossiers de reclassement et des dossiers de promotion. Voilà les grands défis, les grandes problématiques auxquelles la fonction publique a à faire face. Et je dois préciser aussi que concernant toutes ces problématiques, nous recevions en moyenne et par mois près de 1500 à 2000 requêtes par divers moyens pour se plaindre des critiques. Il était donc devenu urgent d'apporter des solutions à ces critiques pour donner satisfaction à l'ensemble des fonctionnaires et surtout à nos compatriotes ivoiriens. Monsieur le ministre, c'est vrai, vous le dites, vous avez entrepris certaines réformes, mais je vous assure que dans l'opinion publique jusqu'à présent, il y a des tâches d'ombre, il y a des tâches véritablement, il y a certaines choses qu'on vous reproche que nous allons évoquer sur ce plateau. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous avez la possibilité de crédibiliser, par exemple, l'organisation des concours administratifs en Côte d'Ivoire? Je voudrais commencer par ce premier point. Merci. Effectivement, aucune œuvre n'est humaine, mais à la date d'aujourd'hui, je puis affirmer avec certitude, sans l'ombre d'aucun doute, que les concours que nous passons actuellement, auxquels les Ivoiriens participent actuellement, sont crédibilisés, sont crédibles de bout en bout. Et nous en reviendrons tout à l'heure, je vous dirai les raisons de ma certitude et les raisons pour lesquelles je suis confiant. Je voudrais rassurer les Ivoiriens pour leur dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'ombre qui puisse planer sur les concours que nous organisons actuellement, que ce soit le concours direct, que ce soit le concours professionnel. Tout un dispositif a été mis en place pour crédibiliser l'ensemble de ces concours. Et je vous assure que sur ce plateau, Rosemonde Kwadjo et moi avons écouté certaines personnes, nous ne sommes pas totalement sûrs, nous n'avons pas la même certitude et la même conviction que vous. Rosemonde Kwadjo. Oui, monsieur le ministre, peut-on savoir combien génère aujourd'hui l'organisation des concours administratifs par an et comment se fait la répartition? Combien génère? Oui, oui. Combien rapporte l'organisation du concours administratif par an? Je dois préciser tout de suite pour lever tout équivoque. Le gouvernement ne fait pas de l'organisation des concours une activité commerciale, disons rentable. Au contraire, le gouvernement subventionne l'organisation des concours. Vous savez, par le passé, on payait pratiquement 33 500 francs pour les frais de concours. Avec la subvention de l'État de Côte d'Ivoire, ce prix est tombé, ces frais d'inscription sont tombés à près de 23 500. Donc, il ne s'agit pas de parler de rentabilité de l'organisation des concours, mais au contraire,
il faut saluer l'effort que le gouvernement fait pour faire en sorte que ces concours, ces frais de concours soient à la portée du citoyen moyen, en tout cas pour permettre à tous les enfants de Côte d'Ivoire qui sont aptes à passer des concours de pouvoir les passer. Donc ne parlons pas de rentabilité. Au contraire, parlons des efforts que le gouvernement fait pour rendre accessibles les frais de concours. Je pense que la question de Rosemont Kwadjo a une arrière-pensée. Oh oui. Monsieur le ministre, 23 500 francs, comme vous venez de le dire, pour des jeunes en quête d'emploi et dont les parents n'ont pas forcément les moyens. N'est-ce pas excessif? Pourquoi, par exemple, mais je viens de vous dire ce qui se pratiquait par le passé. Oui. Je viens de vous dire que ces frais étaient d'un montant de 33 500 000. Le gouvernement a dû consentir des efforts pour subventionner ces concours. Et je dois vous dire que lorsque le gouvernement subventionne, il n'a pas la planche à billets. C'est dans la poche, vos poches, les miennes, les poches du contribuable qu'il va chercher. Donc si on venait à dire qu'il ne fallait plus que les candidats participent pour cette maudite somme, croyez-moi, c'est la subvention qui a augmenté et donc les impôts. Or, personne ne souhaite de voir les impôts augmenter. Donc je crois que ce qui est fait actuellement est totalement supportable pour pouvoir permettre à nos enfants, à nos jeunes, de pouvoir passer ces concours. À la vérité, monsieur le ministre, 23 500, vous l'avez dit, mais ce n'est pas seulement 23 500 que les candidats payent lors des concours, à moins que vous n'ayez pas l'information. Il se passe beaucoup de choses par derrière. Dites-moi lesquelles. Je suis là pour répondre à toutes vos interrogations. Parce que vous n'avez pas soupçonné non plus ces choses-là? Je ne suis pas là pour soupçonner des choses. Je suis là pour résoudre les problèmes que l'on me pose. Si vous m'apportez une question précise, vous m'apportez des propos qu'on vous aurait, disons, rapportés, des faits précis, avec des preuves à l'appui, moi je vous réponds. Sur ce plateau, personne ne pourra vous prouver quoi que ce soit, comme ça serait difficile que vous nous prouviez le contraire, mais est-ce que vous ne savez pas, par exemple, que lorsqu'on parle de pays... On peut. Vous savez, en Côte d'Ivoire, c'est trop facile d'affirmer les choses. Mais nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans un pays de droit, et lorsqu'on affirme des choses, il faut en apporter les preuves. Moi, je suis totalement ouvert à tous les vents. Et je vous dis ce que je dénonce parfois, pas seulement parce que je suis à la fonction publique, mais partout ailleurs. Vous savez, nous avons l'habitude de dénoncer des choses qui sont parfois vraies, qui sont parfois fausses, à tort ou à raison. On dénonce certaines choses. Mais dès l'instant où quelqu'un a subi tel ou tel travers et que vous l'amenez, vous lui dites, venez me dire, venez me donner ne serait-ce que le moindre début de preuve. La personne vous dit, ah oui, mais vous savez, moi je ne vous ai pas dit ça pour que vous cassez la carrière de telle ou telle personne, vous savez, c'est un père de famille. Mais tant qu'on restera dans ce système où personne ne veut assumer ses responsabilités, ben, écoutez, les ragots ont de longs jours devant eux. Justement, les personnes dont vous parlez, si par peur ces personnes n'ont pas envie de dire, est-ce que le ministre de la fonction publique n'a pas de possibilité de mener ses propres enquêtes pour retrouver ceux qui passent par autre chemin que ce que vous avez indiqué? Bien entendu, mais c'est ce que je vous dis. Il y a l'inspection générale de la fonction publique. Lorsque des faits nous sont rapportés, lorsque nous sommes saisis, et avec des faits précis, on peut mener une enquête pour essayer de résoudre, faire des investigations pour voir quelle est la véracité de ces faits qu'on nous rapporte. Monsieur le ministre, à ces frais s'ajoutent les actes administratifs à fournir, les certificats de non-bégaiement, etc., certificats de nationalité, casier judiciaire, etc. Et donc tout ça, ça augmente les frais. Mais les frais, je vous ai dit, ce que nous demandons aux candidats, c'est 23 500. Maintenant, il se pose que, quel que soit le dossier administratif que vous voulez constituer, vous avez un certain nombre de documents à fournir. Et ce n'est pas la fonction publique qui fixe ces tarifs, c'est les services auxquels vous vous adressez. Donc, ce n'est pas forcément la fonction publique. Dans tous les cas, moi, je suis décidé à regarder l'ensemble des documents qu'on demande aux candidats. S'il y en a qui sont redondants et qui véritablement n'apportent aucun élément qui permette de contribuer à l'authenticité des candidatures, croyez-moi, nous ferons le nettoyage à ce niveau. Nous sommes prêts à élaguer. Mais pour l'instant, je vous dis que les frais qui sont demandés sont, de mon point de vue, et par rapport aux frais qui sont engagés pour l'organisation de ces concours, aux expertises qui sont demandées, je vous dis que ces frais, cette participation, je ne dis pas qu'elle n'est pas importante. 23 500, c'est quand même une somme. Mais je vous dis qu'elle me paraît juste acceptable.
Et donc aujourd'hui, en sortant de ce plateau, si on vous pose la question, si monsieur le ministre, est-ce que lorsque des Ivoiriens affirment que les concours de la fonction publique se vendent et qu'il y a des fraudes, vous dites que c'est faux complètement? Vous savez, c'est ce que je viens de dire. Je viens de dire. Et lorsque moi je suis arrivé à la fonction publique, ce sont des choses que j'ai entendues avant même d'y arriver. Mais lorsque je suis arrivé, j'ai mis un point d'honneur à affirmer un principe. C'est la tolérance zéro. On peut dire des choses parce qu'on a entendu ceci, parce qu'on a entendu cela. Mais je veux dire clairement aujourd'hui, et je crois que je voulais affirmer d'entrée de jeu, que les concours qui sont organisés aujourd'hui ne souffrent l'ombre d'aucune fraude. Et ça, je peux vous l'affirmer. Voilà. Donc moi, j'ai la certitude. Évidemment, vous avez des escrocs qui se promènent et qui font croire qu'ils ont des réseaux ici ou là, ils ont des antennes par-ci, par-là, et ils escroquent. Ils peuvent être amenés à prendre de l'argent, des sommes. Mais j'étais très clair avec mes collaborateurs. Celui qui se fait comme un point focal pour s'adonner, se rendre complice à ce genre de trafic, s'il est pris, ma main ne tremblera aucunement pour appliquer la sanction qui lui convient. Et nous avons entrepris un certain nombre de campagnes de sensibilisation, aussi bien des collaborateurs, des fonctionnaires, que des Ivoiriens. Parce que, quels sont ceux qui suscitent ce genre de choses? C'est parce qu'un candidat a réussi et qu'un autre a échoué. Et du coup, on pense qu'on ne peut pas travailler sérieusement et réussir à un concours, ce contre lequel je m'inscris en faux. Si tel était le cas, moi-même qui suis assis dans ce fauteuil, je ne serais pas là. Je ne serais pas là. Je suis le fils d'un pauvre paysan dont l'horizon ne dépassait pas les limites de Korogo. Et pourtant, par concours, je suis entré à l'ENA et j'en suis sorti. Mais il faut faire en sorte que nous-mêmes, les parents, nous puissions nous libérer de cette dictature des enfants qui pensent qu'aujourd'hui, on ne peut pas organiser, on ne peut pas préparer un concours et le réussir. Et je pense que des enfants réussissent, ils réussissent de leurs propres efforts. Malheureusement, parfois, des parents se sont fait escroquer et vont se croire redevables ad vitam à des escrocs qui n'ont rien fait et qui ont abusé de la naïveté des enfants et des parents. Monsieur le ministre, avec l'informatisation de l'administration publique, les résultats aujourd'hui sont donnés de façon individuelle sur Internet. Pourquoi ne pas revenir, monsieur le ministre, à l'ancien système d'affichage pour permettre aux candidats d'avoir une idée des admis? Mais nous sommes à l'ère du numérique. D'abord, au niveau des concours, lorsque cela est possible, avec des effectifs restreints, ces publications se font non seulement en ligne, mais aussi ce que vous appelez à la façon traditionnelle. Par exemple, à l'ENA, les résultats sont affichés sur les tableaux, traditionnellement, mais aussi de façon informatique. Mais lorsque vous avez près de 10 000 noms à afficher, croyez-moi que c'est une véritable gageure que de le faire. D'autant plus que l'inscription s'est faite en ligne. Les frais ont été payés en ligne. Les préparations au concours ont été faites en ligne. La composition s'est faite en ligne. Les résultats peuvent être proclamés de la même façon. Aller afficher ces résultats sur des planches à jamais à la fonction publique au gré des intempéries me paraît être un retour vraiment regrettable en arrière. Mais monsieur le ministre, avec l'affichage ou sur le net, la possibilité peut être donnée aux candidats de voir aussi le nom des autres admis, pourquoi pas? Je ne dis pas non. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'aujourd'hui, cela n'est pas possible? Cela n'est pas possible. Je ne crois pas. Si, si. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Dans tous les cas, nous sommes engagés à fond dans la numérisation, la digitalisation. Donc, c'est une question de temps. Et je vous dis que les effectifs de concours administratifs, parce que c'est de cela qu'il s'agit, sinon à l'ENA, les effectifs sont maîtrisés et les affichages se font. Mais quand vous avez, comme je vous l'ai dit, un nombre impressionnant de noms à afficher, je ne sais même pas si vous aurez des tableaux pour contenir ces noms-là. Et il faut les afficher, les intempéries, la pluie et tout ça, il y en a qui viennent, qui déchirent. Bon, écoutez, je pense que pour l'instant, ce que nous faisons
peut-être considéré comme acceptable. Très bien, on va continuer à parler du recrutement à la fonction publique. Ce sont environ 5 000 fonctionnaires et 2 000 agents qui sont recrutés par le biais de 400 concours à la fonction publique chaque année. Depuis 2014, le ministère de la fonction publique a initié des réformes en vue d'une meilleure organisation de ces concours administratifs. L'objectif, bien entendu, étant de garantir l'équité, la transparence et la crédibilité du dispositif de recrutement et par la même occasion, la promotion des fonctionnaires. Quelles sont ces réformes? Quel en est l'impact? Astou Touré pour plus de clarté. Depuis sa réouverture en 2014, chaque année, 70 000 candidats sont reçus en moyenne au concours d'entrée à la fonction publique. De 26 000 candidats en 2014, le chiffre a plus que triplé en 4 ans, soit 82 000 postulants en 2018. Cette progression s'explique d'une part par la volonté des postulants d'obtenir un emploi stable et d'autre part par la crédibilisation du processus d'organisation. Avant 2014, le processus était essentiellement manuel où la manipulation humaine tenait une place importante. Mais depuis la réouverture des concours administratifs en 2014, un accent particulier a été mis sur l'introduction du numérique. Ainsi, depuis les inscriptions jusqu'à l'étape finale qui est le traitement des actes d'admission, vous avez une part importante du numérique. Les inscriptions se font en ligne, la prise de rendez-vous des visites médicales se fait également en ligne, le paiement se fait en ligne, les cours de préparation même se font en ligne, la composition assistée par ordinateur et le numérique, le traitement informatique aujourd'hui de toutes les données. L'introduction du numérique dans le système de recrutement de la fonction publique se présente ainsi comme une solution à la corruption. Les inscriptions se font en ligne et à côté, vous avez un paiement qui se fait en ligne. Lorsqu'il y a des engorgements, ça peut donner lieu à des comportements ou à des actes de corruption. Mais avec déjà l'introduction du numérique qui permet de faire nos inscriptions en ligne et de faire des paiements en ligne, ça c'est un premier niveau même de lutte, même comme la corruption sur les sites. Dans le souci de se rapprocher des populations, à partir de 2016, les concours administratifs ont enregistré une autre innovation, la déconcentration, avec un accent particulier sur le volet médical et sécuritaire. Nous sommes partis de 6 villes en 2016 pour atteindre 17 villes en 2018. Mais lorsque nous allons vers la population, il s'agit de déplacer toute notre logistique, notamment pour ce qui est des sujets et des épreuves. Et pour cela, nous avons recours au ministère d'État, au ministère de la Défense, pour le convoyage de ces épreuves-là qui nous accompagnent à travers la gendarmerie. Mais à côté de cela, vous savez que les compositions sont des périodes de stress pour les candidats et que des malaises peuvent survenir qu'on n'avait pas prévu. Et sur tous nos centres de composition, vous avez un pôle médical d'urgence. L'instauration des compositions assistées par ordinateur a démarré en 2014 avec le concours des agents spécialisés des travaux publics option chauffeur pour s'étendre à près d'une centaine en 2018. La salle multimédia de la fonction publique s'est dotée d'une quarantaine d'ordinateurs. Rappelons que dans le cadre de sa politique sociale à l'endroit des personnes vulnérables, 300 personnes en situation de handicap ont été recrutées en 2014 et 158 en 2018. Les personnes en situation de handicap, on vient juste de voir dans ce reportage de Astou Touré, mais les chiffres que nous avons nous indiquent que le nombre a baissé au fil des années, non? Baissé au fil des années. Je pense même que ce recrutement avait été interrompu et c'est nous qui l'avons repris. Interrompu, non, mais baissé plutôt. Baissé comment? Non? Non, je ne pense pas. Les bons chiffres sont lesquels? Je peux complètement me tromper, mais j'ai eu l'impression. Quels sont les chiffres que vous avez? J'ai eu l'impression qu'en regardant des chiffres avaient baissé. 158 handicapés ont été recrutés en 2018 et 300 handicapés en 2015. Oui, mais ça dépend des postes budgétaires que l'on met à notre disposition. D'accord. Et surtout, c'est dérogatoire comme concours, mais il y a quand même des conditions à remplir. À l'examen, les dossiers sont examinés et il y a des conditions à remplir pour pouvoir être admis à ce concours-là. Mais ça veut dire aussi que les candidats qui se présentent dans ces conditions-là, le nombre peut diminuer.
Expliquez comme ça, nous comprenons mieux, parce que dans l'absolu, on avait vu les chiffres, effectivement, qui venaient... Oui, contredire un peu. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, les réformes que nous venons de voir, ce qui a été filmé par notre équipe de reportage, vous êtes satisfait à 50%, à 100%, à 80%? Qu'est-ce qui reste à faire principalement? Ben, ce qui reste à faire, c'est de poursuivre la digitalisation. Parce que ce qui amène à toutes tous ces ragots, excusez-moi le terme, disons, tous ces reproches de fraude, de vente, c'est la manipulation humaine. Là où la main humaine intervient, excusez-moi, un de mes devanciers disait que là où il y a l'homme, il y a l'hommerie. Donc nous voulons arriver à pousser au maximum la numérisation, la digitalisation pour réduire de façon à sa plus simple expression, lorsque véritablement on ne peut plus faire autrement, l'intervention de la main humaine. Donc c'est vers cela que nous tendons et aboutir, pourquoi pas, à la dématérialisation d'un certain nombre d'actes pour faire en sorte que ce soit l'informatique, la machine vraiment qui traite certaines questions et qui réduise de façon drastique les manipulations et toutes ces choses auxquelles on assiste parfois parce que vous avez l'homme qui intervient en grande partie dans le processus. Heureusement. Oui, Monsieur le ministre, la possibilité est donnée aux candidats de postuler à plusieurs concours et ensuite il leur est demandé de faire un choix. Qu'est-ce qui est fait des autres places et pourquoi ne pas faire le choix dès le départ? Pourquoi ne pas faire le choix dès le départ? Bon, ça pourrait se faire, mais il se trouve que nous avons décidé d'organiser les concours. Ceux qui veulent se donner le maximum de chances, ils ont le droit. Une fois que cela est fait, ben, on leur demande de choisir. C'est vrai, mais ce n'est pas pour autant qu'on va procéder à des... Comment vous appelez ça? C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas été admis parce qu'il y a quelqu'un qui a libéré un poste, on va lui demander de venir occuper ce poste-là. Non, nous pensons que cela ne serait pas équitable. C'est un choix qui a été fait d'opérer comme ça. Très bien. Oui, la dernière question, nous allons les autres places, en contact avec les téléspectateurs. Lesquelles autres places? Par exemple, une personne postule à 3 concours, il a un concours, il fait un choix, il reste 2 places. D'abord, je dois vous dire que l'organisation des concours n'est pas un rituel. Le gouvernement recrute en fonction des nécessités du service, en fonction des besoins et en fonction des postes budgétaires qui sont mis à notre disposition. Donc ce n'est pas parce qu'il y a tel ou tel poste qui pourrait se dégager qu'il faut forcément les pourvoir parce que alors que les besoins que nous avons exprimés sont satisfaits. C'est vraiment en fonction des nécessités, des besoins de l'administration que les recrutements sont faits et non parce qu'il y a des personnes qui ont démissionné, qu'il y a des postes disponibles. Très bien. Nous allons maintenant entrer en contact avec Régis Kofi qui est au studio A. Bonsoir Régis Kofi. Est-ce que vous pourriez déjà nous donner les premières réactions des téléspectateurs, les premières préoccupations? Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Monsieur le ministre, Monsieur Konan Kofi de Benoît m'envoie vous poser la question de savoir combien de temps les nouveaux fonctionnaires de l'éducation nationale du secondaire doivent attendre pour avoir leur appel. Il nous apprend que des fonctionnaires de la promotion 2015-2017 n'ont pas encore reçu de rappel. Monsieur Doumbia Dadiaké souhaiterait savoir où en est-on aujourd'hui avec la décision de l'État, selon lui, de confier l'organisation des concours à une structure privée pour rendre ces concours plus crédibles. Monsieur Fofana nous appelle d'Anyama. Sa question concerne le concours de recrutement des agents de santé. Ceux qui ont obtenu leur diplôme à l'étranger n'arrivent pas à postuler en Côte d'Ivoire, quand bien même ils font des équivalences. Est-ce qu'une solution pourrait être trouvée? Voilà sa question. Et puis, on termine avec M. Touré, qui nous apprend que le coût d'inscription au concours est de 30 500 francs CFA au lieu de 23 500 francs CFA, puisqu'il y a la pochette à payer, la pochette qui coûte 7 000 francs CFA, la photo 2 000 francs et la déclaration sur l'honneur 2 000 francs CFA.
ministre, 4 questions à la fois. Le rappel des enseignants, le concours à confier au privé, ensuite la diaspora qui a du mal à participer au concours. Et tout à l'heure, nous avons évoqué 23 500. Là, quelqu'un nous parle de 30 500. Bien, merci Fofana. Alors, la première question qui porte sur les premiers mandatements, c'est-à-dire les premiers salaires de l'éducation, ça c'est une question qui intéresse l'ensemble des fonctionnaires qui doivent toucher pour la première fois leur salaire, ce que nous appelons le premier mandatement. Mais je dois dire que l'enseignement concentre l'essentiel des effectifs de la fonction publique. En plus, c'est un secteur assez spécifique où la validation, les titularisations doivent se faire après des examens pédagogiques, des examens académiques, et les échelons d'intervention sont très nombreux. Ce qui fait que, avant que tout ce dossier ne soit mis en l'état en amont avant de nous arriver, parce que la fonction publique se trouve en aval, il y a quand même un certain temps qui s'écoule. Mais je dois dire aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, avant l'implémentation du SIGFAIO, c'est-à-dire le système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État, nous étions à près de 6 mois pour les premiers mandatements. Mais depuis l'implémentation du SIGFAIO, depuis 2013, sa généralisation à partir des années 2014-2015 et sa maximisation, l'optimisation en 2017, nous sommes passés de 6 mois à 2 mois. Donc un énorme gain, il y a quand même un coup d'accélérateur qui a été donné. Et il reste à faire en sorte que l'ensemble des structures qui interviennent dans l'élaboration des dossiers, que chacun fasse son travail et que ce délai-là aille en s'amenuisant. Donc je dois avouer qu'aujourd'hui, ce délai-là est de 2 mois. Lorsque tout est fait en amont, et je vous ai cité les différentes étapes qui doivent intervenir avant que le dossier ne nous parvienne. Alors, la deuxième question, c'était sur... des concours à confier au privé désormais. J'avoue que c'est ici, sur ce plateau, que j'apprends ce fait. L'État serait en train de vouloir confier l'organisation des concours à une organisation. C'est impensable? Non, pourquoi pas, si c'était le choix. S'il était avéré que l'État était incapable, que la fonction publique était incapable d'organiser de façon crédible, bon, pourquoi pas. Mais je vous dis qu'en l'état actuel des choses, l'État est parfaitement outillé, la fonction publique est parfaitement outillée, et je mets quiconque au défi de m'apporter la preuve qu'une structure privée pourrait faire mieux. Je ne suis pas au courant de cette réalité, de ce fait, mais si c'était le cas, ben, on avisera. Alors, la seconde question... La troisième question, la diaspora qui a du mal à participer au concours directement, pour question d'équivalence et tout. Oh, je ne pense pas. Lorsque l'équivalence est établie de façon authentique, il n'y a pas de raison pour que celui qui a eu son diplôme en France ou ailleurs, à Dakar, ne puisse pas le faire. Ça, je veux qu'on m'apporte un dossier de ce genre-là, et ce serait un cas pratique. En tout cas, tous les médecins qui sont rentrés, qui ont pu obtenir des équivalences, ont pu postuler et sont recrutés pour travailler à la fonction publique. Alors, M. Touré, ça c'est un chiffre à vérifier parce que je... Voilà, c'est un chiffre, voilà, peut-être de 23 500 que vous avez annoncé, on parle de 30 500. 30 500, bon, c'est à vérifier. Ce téléspectateur a même précisé qu'il faut acheter une pochette de 7 000 francs CFA. Bon, je verrai avec mes services techniques si c'est la vérité. Très bien. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas sur ce voilà, mais je continue à maintenir mes chiffres. Je crois que c'était l'arrière-pensée de la question de Osman tout à l'heure. D'accord. Vous avez des doutes sur ce que nous avons dit? Non, les téléspectateurs, dans tous les cas, ont appelé pour le dire. Non, c'est ce chiffre-là. D'accord. C'est pas sur le chiffre qu'on discutait. Hein. C'est un chiffre à vérifier. On disait que c'était cher, c'était... Voilà, et moi je vous disais que ce n'était pas une question de rentabilité, ce n'était pas un commerce, mais c'était plutôt une activité subventionnée par l'État du Côte d'Ivoire. Absolument, et nous avons attiré votre attention là-dessus, qu'il y a certaines choses qui certainement se passaient, que vous n'avez pas fait attention à cela. Bon, et vous n'étiez pas d'accord avec moi. Je ne suis pas
On vous comprend parfaitement. Voilà, il y a des choses que vous pouvez voir. Alors, pour résoudre, et là nous allons passer au deuxième point, pour résoudre les problèmes liés à la gestion des effectifs des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, plusieurs réformes ont été mises en place par le ministère de la fonction publique. Ce sont entre autres la numérisation des archives sur l'amélioration du processus de gestion des fonctionnaires, la célérité dans le traitement des actes. Comment se présentent ces réformes? Suivant le reportage de Chris Diomandé et de Flora Balogueye. Au nombre des réformes initiées par le ministère de la fonction publique, pour satisfaire ses usagers, figure en bonne place le système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État SICFAE. Un système innovant mis en route en 2014 et optimisé depuis 2016 qui doit favoriser la célérité dans le traitement des actes et au final fournir une gestion automatisée de la carrière des fonctionnaires et agents de l'État du recrutement à la retraite. L'archivage est présenté comme l'un des piliers de ces 3 dernières années de ce ministère. Un chantier de réhabilitation de la salle d'archivage est quasi achevé. Dans une boîte d'archives, il y a 15 dossiers. Quand le fonctionnaire arrive, il exprime son besoin. Et selon son besoin, son dossier, on lui donne, il va faire la photocopie. Après, nous, on retourne l'original, on remet dans son dossier et on vient ranger. Au nombre des outils qui sous-tendent les réformes relatives à l'autonomisation de la gestion des ressources humaines de l'administration publique se trouve le processus de numérisation, lequel comporte 5 étapes que sont la préparation physique, l'indexation des dossiers, la numérisation, le contrôle et le reconditionnement. La phase numérique, par des boîtes d'archives, on prend les dossiers et on fait le traitement qui consiste à les dégrafer d'abord. Donc, partant de la préparation physique, on prend les dossiers, on recense les pièces indiquées pour la numérisation. Et dans les dossiers, on introduit pour chaque pièce un code barre qui sera identifié à partir du scanner. Après cette étape, le dossier vient sur le poste d'indexation où démarre le traitement logique des dossiers. Et après, le dossier va à l'étape de la numérisation. Avec le scanner que nous avons, on peut numériser à la fois 15 à 20 dossiers en vue d'obtenir des fichiers numériques qui seront exploités en ligne. Et après, on passe à l'étape du contrôle. Ici, il est question de comparer le physique aux fichiers numériques obtenus à la numérisation. Donc le contrôle nous permet de faire la correction pour des anomalies qu'on peut constater. 95% du travail est terminé. Le directeur de la gestion administrative des personnes civiles de l'État se veut rassurant. 219 003 fonctionnaires sont à ce jour fichés. Après 3 années d'expérimentation, il importe de connaître l'impact du système SICFAE. Par le passé, on parlait beaucoup de fonctionnaires fictifs. Avec le système de gestion que nous avons actuellement, on ne pourra pas dire qu'on ne parlera plus de fonctionnaires, mais en tout cas, ce taux est réduit pratiquement à 0. Aujourd'hui, un usager peut être chez lui à la maison et tracer ses dossiers, c'est-à-dire suivre ses dossiers à chaque étape. Si le dossier est chez nous, il le sait. Si le dossier est au contrôle financier, il le sait. Si l'acte est signé, qu'il est prêt à être payé, il le sait. C'est transparent. Il y a un passif qui existait. C'est-à-dire qu'on rencontrait encore des dossiers de 2014, 2015 et 2016. Nous avons non seulement épuré le passif, et aujourd'hui, nous traitons les dossiers d'année en année. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne verrez plus les dossiers de l'année passée. Un bon point qualificatif inimaginable il y a encore quelques années pour cette administration qui revendique aujourd'hui la numérisation de tous ses services et 428 000 dossiers anciens dépoussiérés, reconstitués et numérisés. C'est un bon point de constater que tout est numérisé. Mais monsieur le ministre, combien sont aujourd'hui les fonctionnaires en Côte d'Ivoire? Parce que les chiffres sont disparates. Des fois, on nous parle de 219 000, 230 000, 208 350. C'est combien avec précision? Le chiffre exact, en tout cas à la date du 30 avril, et ça, c'est aussi l'œuvre du SICFAE, c'est 219 003 fonctionnaires à la date du 30 avril. Parce qu'avec le SICFAE, nous maîtrisons les effectifs, nous pouvons les contrôler et il n'y a pas une multiplicité de chiffres, comme vous l'avez dit. Le chiffre exact, aujourd'hui, c'est 219 003 fonctionnaires à la date du 3. Bon, si il y en a qui se sont ajoutés qu'on n'a pas encore pris en compte, en tout cas à la date du 3,
C'est l'effectif que je vous ai donné. Très bien, nous gardons bien ce chiffre. Monsieur le ministre, depuis 2011, plusieurs vagues de fonctionnaires dits fictifs ont été identifiées. Aujourd'hui, combien sont-ils? Et puis, quels sont les différents profils de ces fonctionnaires-là? Merci, M. Fofana, de nous donner l'occasion de lever un coin de voile sur ce fléau. Vous savez, on a assisté dans notre pays à des recensements successifs de la plupart des ministres qui arrivaient à la tête du ministère de la fonction publique. Et après chaque recensement, il subsistait toujours des fonctionnaires dits fictifs. Nous-mêmes, nous avons été recensés dans ces conditions-là. Mais avec l'implémentation du SIG-FAIU, il n'est plus possible aujourd'hui de pouvoir s'introduire de façon irrégulière et s'autoproclamer fonctionnaire. Vous savez, pour être fonctionnaire, il y a deux voies. La voie du concours ou la voie d'une décision exceptionnelle du président de la République qui, en fonction des compétences de tel ou tel citoyen de Côte d'Ivoire, peut décider de lui confier une responsabilité au niveau de la fonction publique. Alors, il s'est fait qu'après le contrôle par le SIG-FAIU, un certain nombre de fonctionnaires qui sont incapables de produire les actes par lesquels ils ont été recrutés à la fonction publique. Soit un arrêté, un décret, une décision d'admission à un concours, rien de tout cela. Et ils disent qu'ils sont fonctionnaires. Alors, ils ont été simplement, il y a une décision qui a été prise à l'époque par le directeur de cabinet d'un de mes prédécesseurs pour les sortir du fichier de la fonction publique. Ils ont réagi en attaquant la décision au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême à l'époque, qui a rendu des arrêts et qui a donc débouté, en tout cas sur la forme, parce que la personne qui a pris cette décision n'avait pas qualité pour le faire. Alors nous avons, par avis communiqué, appelé toutes les personnes qui se trouvent dans cette situation d'apporter leur dossier et que chacun nous apporte l'acte par lequel il a été recruté à la fonction publique comme étant un fonctionnaire. Aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près 1180 ou 181 dossiers qui ont été réunis. Ces dossiers vont être examinés à la lumière des textes en vigueur et ceux qui auront des actes réguliers, il n'y aura pas de problème. Je viens de vous le dire, dans tous les cas, on le vérifiera par le système. Mais ceux qui ne pourront pas attester, en tout cas produire un acte authentique qui ne soit entaché d'aucune irrégularité, ben, nous en tirerons les conséquences. Oui, vous le dites, mais je pensais que l'affaire était déjà réglée parce que déjà en 15 mai 2018, c'est la Cour suprême qui semblait leur donner raison. Et en 9 janvier 2019, vous-même, comme vous venez de le dire, ministre de la fonction publique, vous leur avez demandé de produire certains documents. Et depuis janvier 2019 jusqu'à maintenant, l'affaire n'est pas encore réglée? Non, l'affaire n'est pas réglée. Vous dites que la Cour suprême semblait dire qu'ils avaient raison. Je vous ai dit que la Cour suprême a dit le droit sur la forme. La Cour suprême n'a pas dit qu'il n'y a pas eu fraude. Donc, nous avons repris le dossier. En tout cas, quand moi je suis arrivé, j'ai fait reprendre ce dossier parce que s'il n'a pas été réglé avant mon arrivée, je l'ai fait reprendre et je me donne le temps pour examiner en profondeur, de telle sorte que si nous prenons une décision, qu'elle soit définitive. Voilà pourquoi nous en sommes encore là. Très bien. Oui, heureusement. Oui, monsieur le ministre, ma question, est-ce que les fonctionnaires et agents de l'État sont répartis de façon rationnelle sur tout le territoire en fonction des besoins? C'est une question importante que vous posez. Effectivement, on peut constater que dans certaines localités telles qu'Abidjan, vous avez un certain nombre qu'on peut juger qu'il y a trop de fonctionnaires ici ou là. Mais c'est pour cela que nous avons un très grand chantier, le référentiel des emplois et des compétences, qui va nous permettre d'inventorier tous les postes et tous les emplois, toutes les compétences, pour faire en sorte que, non seulement que la formation soit adaptée aux besoins de l'État de Côte d'Ivoire, mais aussi pour faire en sorte que nous ayons une connaissance exacte de nos besoins selon les localités. Pour faire en sorte que des personnes qui sont en sous-emploi ici, ou des sureffectifs qui peuvent être relevés ici ou là, pendant qu'il y a des déficits qu'on pourrait avoir à connaître ailleurs. Avec ce système, nous allons lutter contre ce genre de situation qui, je l'avoue, ne font pas l'honneur d'une fonction publique que nous voulons être performante et efficace.
Alors, toujours sur les mêmes fonctionnaires, ceux qui étaient considérés comme des fictifs, vous avez dit que vous avez le dossier à main. Déjà, peut-être que nous sommes pressés parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe. Il y a eu des salaires indûment donc, perçus. Et ce trop perçu-là, jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on a pu mettre la main là-dessus ou bien jusqu'à présent, des salaires oui, s'ils sont fictifs. Des salaires indûment perçus, à ma connaissance, non, puisqu'on les avait suspendus. D'accord. Donc, il n'y a pas, à ma connaissance en tout cas, il n'y a pas eu de salaire indûment perçu. Puisqu'ils ne travaillent pas, puisqu'on les avait suspendus. D'accord. Vous savez, à la fonction publique, et ça c'est un principe, disons, affirmé dans le statut général de la fonction publique, vous ne percevez de rémunération qu'après un service fait. C'est-à-dire que lorsque vous avez travaillé, si vous n'avez pas travaillé, vous ne recevez pas de salaire. Donc ces personnes n'ayant pas travaillé pendant la période où ils étaient suspendus n'ont pas été payées, donc il n'y a pas eu de paiement indu. Très bien. Oui, heureusement, Kadio. Oui, Monsieur le ministre, la discipline semble être une denrée rare. Dans l'administration publique, les horaires de travail ne sont pas respectés, même si dans l'enseignement, des efforts sont consentis. Qu'est-ce qui explique cette situation, Monsieur le ministre? Madame, c'est vous qui le dites, que la discipline est une denrée rare. Moi, je n'ai pas le sentiment. Je n'ai pas ce sentiment que la discipline est une denrée rare. Vous savez, il y a le conseil de discipline. Il y a le conseil de discipline et en 2017, c'est près de 954 fonctionnaires qui ont été traduits devant le conseil de discipline. Il y a eu à peu près 133 radiations, 133 suspensions temporaires et 33 radiations. C'est donc un constat vrai? Ah oui, vrai, c'est-à-dire quoi? Vous dites, c'est qui le dit, mais vous êtes en train de donner. Mais lorsque sur 219 003 fonctionnaires, vous n'avez que 954 qui sont traduits devant le conseil de discipline, nulle part. C'est pratiquement 1000. On ne peut pas minimiser cela, Monsieur le ministre. Partout, vous avez des brebis galeuses. Oui, mais nous parlons de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas minimiser cela. Pratiquement 1000. Quand je dis partout, je ne dis pas ailleurs. En Côte d'Ivoire, partout, vous avez des brebis galeuses. C'est plus précis, mais, mais là, nous parlons de la fonction publique. Notre devoir, c'est de faire en sorte que la fonction publique, lorsque des brebis galeuses sont, disons, identifiées, que nous puissions les mettre hors d'état de nuire. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Et je vous dis, et les chiffres sont là pour vous dire, que s'il y a des agents indisciplinés, ils sont traduits devant le conseil de discipline. Et lorsque les fautes qui leur sont reprochées sont avérées, en fonction de la gravité de la sanction, des fautes commises, des sanctions appropriées leur sont infligées. Mais je n'ai pas dit que nous sommes tous blancs comme neige. Non, personne n'a dit cela, Monsieur le ministre. Nous constatons tout simplement que 900, c'est près de 1000, quand même, qu'on ne peut pas minimiser cela. Oui, mais rapporter ça quand même, à la totalité des effectifs. Je pense, et d'abord, vous devez nous féliciter parce qu'on aurait pu ne pas mettre la main sur ces personnes. Oui, c'est bien quand vous faites votre travail. On vous félicite. On vous a félicité maintenant. On attire votre attention. On dit qu'il y a indiscipline lorsque le cas de l'indiscipline est avéré et que ce n'est pas sanctionné. Mais lorsque un indiscipliné est pris la main dans le sac et qu'il est sanctionné, on ne dit pas que l'indiscipline... On dit que le travail était bien fait, mais on ne peut pas dire que l'indiscipline n'a pas existé. Non. Là où il y a l'indiscipline, on la sanctionne. Très bien, le travail est bien fait, mais l'indiscipline a existé avant que ce soit sanctionné. Non, il ne faut pas dire ça. Ah oui, non, on est bien obligé de constater. L'indiscipline n'est pas la chose la mieux partagée à la fonction publique, mais il y a des indisciplinés. Et lorsque on arrive à mettre la main sur eux, ils sont sanctionnés conformément au texte en vigueur. Comme par exemple, quand on arrive à 9h au travail et que certains ne sont pas à leur poste, et comme quand par exemple à 16h on y est qu'ils ne sont pas à leur poste, ce sont des constats, Monsieur le ministre. Nous, la télévision nationale a l'obligation morale d'attirer votre attention là-dessus. Je vous remercie, mais je vous dis qu'on n'attend pas la fonction publique pour faire des contrôles. Je dis pardon, pas la télévision pour faire des contrôles. Chaque jour, il y a ce qu'on appelle le contrôle interne. Les directeurs, les sous-directeurs et au sommet, l'inspection générale fait son travail. Mais de temps en temps, il se peut que vous arrivez et que des fonctionnaires ne sont pas à leur poste. Ce n'est pas moi qui vous dirai que tout le monde, à tout moment, est à leur poste. Mais je vous dis que la majorité des fonctionnaires de ce pays essaient de faire correctement leur travail, essaient d'être assidus à leur poste. Et je crois qu'il faut quand même leur en savoir gré. Oui, nous le faisons déjà sur ce plateau, mais nous continuerons d'attirer votre attention. Merci. Nous restons votre partenaire, la télévision ivoirienne, en vous disant exactement ce qui est en train de se passer sur le terrain. Mais j'ai le devoir aussi de vous dire ce qui est. Tout à fait.
les images parlent mieux quand nous le disons. Oui, heureusement. Oui, Monsieur le ministre, depuis le 1er avril 2019, les mises à disposition se font dans un nouveau mode opératoire. Oui, parce que nous voulons maîtriser ces mouvements qui se font de ministère en ministère, de structure en structure. Vous savez, les gens, excusez-moi de parler comme ça de façon triviale, mais des candidats passent des concours pour occuper un certain nombre d'emplois, des emplois bien précis. Et puis une fois qu'ils sont au sein de la fonction publique, subitement, ils veulent aller ailleurs. Aujourd'hui, la ruée vers l'or, c'est la douane, le trésor, les impôts. Tout le monde veut aller à la douane, au trésor ou aux impôts. Mais pourquoi? Il faut qu'il y ait des fonctionnaires ailleurs. Il faut par exemple qu'il y ait des journalistes ici pour que la Côte d'Ivoire puisse être informée. Soyez rassurés, nous resterons là pour continuer. Oui. Et lorsque ces personnes qui veulent changer simplement de poste, ils vont voir un service, je ne sais pas, un directeur général qui leur dit « Ok, si votre service d'origine est d'accord, moi je suis prêt à vous prendre. » Ils n'attendent même plus d'avoir l'avis du service d'origine, l'avis du ministère de la fonction publique, ils n'y vont pas et puis vous avez un désordre énorme qu'on ne peut pas accepter. C'est pour cela que nous avons prescrit tout cela dans une période bien précise, hein, d'avril à juin. Et à partir de juillet, toutes les demandes qui ont été formulées pour des mises à disposition, nous les examinons. Celles qui nous paraissent pertinentes, nous prononçons et les notifications sont faites aux différents requérants. Ceux qui s'inscrivent dans un cadre qui nous paraît logique et normal, ils reçoivent leur mise à disposition. Mais on ne peut plus admettre que des services soient désertés pour d'autres, pour je ne sais quelle raison. Merci. Monsieur le ministre, ça met du temps. 6 mois, 2 ans, 3 ans. Ah, ça, c'est peut-être par le passé. Et je viens de vous expliquer. Je veux effectivement quelqu'un qui a un poste et qui sollicite à aller ailleurs. Mais il faut qu'il attende qu'on lui dise que vous pouvez partir. Il faut que le ministère de la fonction publique soit d'accord. Parce que tout ça aussi, c'est en fonction des nécessités du service. C'est en fonction des nécessités du service. Mais si simplement parce que vous voulez changer de ministère, vous n'attendez même pas. Vous allez aller dire, oui, on m'a dit que je pouvais aller à la direction générale du Trésor, et jusque-là, ce n'est pas encore fini. Mais qui vous a dit que vous pouvez le faire? Est-ce que vous avez une acte qui vous a été signé dans ce sens-là? Non. Dans tous les cas, il était apparu nécessaire et indispensable de mettre fin à ce désordre qui ne pouvait plus prospérer. Il y a des réformes, beaucoup de réformes d'ailleurs, mais est-ce que, Monsieur le ministre, de plus en plus, vous pensez à l'adoption d'un nouveau statut de la fonction publique? Tout à fait, tout à fait. Vous savez... En quoi cela va consister? Tout à fait. Vous savez, le statut actuel qui régit la fonction publique date de 1992. Hein, si vous faites le calcul, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts au Peu-Boigny. 27 ans. Oui. Voilà. Donc, il est absolument nécessaire de réviser ce statut général. Et nous avons un projet, il y a d'abord un avant-projet de loi portant révision du statut général de la fonction publique qui est en cours. Et dans ce projet, nous avons un certain nombre de préoccupations que nous voulons affirmer, notamment la formation. La formation, parce que le développement des compétences est une compétence au sein du secteur public, est une priorité majeure pour le gouvernement. Le président de la République veut faire de ce pays un pays émergent d'ici 2020, l'horizon 2020. Vous convenez avec moi qu'un pays émergent ne peut pas s'accommoder d'une fonction publique qui ringarde, une fonction publique qui tatillonne, une fonction publique finalement qui considère l'usager comme quelqu'un qui vient mendier un service au lieu d'avoir un regard de client plutôt sur lui. Donc nous voulons affirmer la formation qui aujourd'hui est laissée un peu à l'initiative du fonctionnaire lui-même. Il faut que dans le nouveau projet, si cela est adopté, si le législateur en convient, ce sera un droit pour le fonctionnaire et une obligation pour l'État de Côte d'Ivoire de donner l'opportunité aux fonctionnaires d'être formés. Il y a aussi naturellement le renforcement des capacités, toutes ces choses-là que nous allons revoir. Et puis, vous avez constaté, nous en viendrons, il y a aussi la liberté syndicale qui ne doit pas devenir
un obstacle à l'exercice des autres, droits. Donc il y a un certain nombre de choses qui font qu'il est devenu impératif de procéder à un toilettage, à une révision complète du statut général de la fonction publique. Donc cela est en cours. Je souhaiterais que vous développez davantage la formation, oui. ce point-là. Oui. Qu'est-ce qui va se passer exactement? À ce jour, comment est-ce que les choses se passent? Et plus tard, comment est-ce que vous voyez cela? Quand je parle de la formation, c'est surtout la formation continue, le renforcement des capacités. Vous savez qu'actuellement, lorsque nous recrutons de nouveaux fonctionnaires, ils reçoivent une formation dans ce qu'on appelle l'administration de base. Et puis après, vous avez la formation continue pour les concours professionnels et le renforcement des capacités. Aujourd'hui, tout cela n'est pas rationalisé. Vous savez, chaque fonctionnaire parfois se débrouille pour obtenir une bourse, pour aller se faire former, et lorsqu'il revient, il a parfois des difficultés à faire valoir la formation qu'il a requise. Il faut que tout cela soit rationalisé et que lorsque vous allez à une formation et que vous avez une valeur ajoutée, qu'au retour que cela puisse être valorisé et qu'on puisse en tenir compte dans l'évolution de votre carrière. C'est toutes ces choses-là qu'il s'agit de revoir au bénéfice du fonctionnaire. Nous avons pris le temps quelquefois d'échanger avec certains fonctionnaires qui nous disent bon, on aurait pu être très heureux à la fonction publique si nous étions décorés correctement et tout. Il y a un problème pour que les excellences soient reconnues? Ben justement, vous me donnez l'occasion. Tout à l'heure, votre consoeur disait que, oui. Oui, elle disait que l'indiscipline, on ne sanctionne pas assez, c'est ce que ça semblait connoter. Mais il n'y a pas que la sanction, ou du moins la sanction négative, il y a aussi la sanction positive. Lorsque un fonctionnaire a fait preuve d'excellence, de performance, conscience aiguë du devoir, mais ce fonctionnaire-là est décoré. Vous avez un ordre de mérite de la fonction publique qui a été institué en 1991, mais qui a été modifié par un décret de 2012. Et vous avez différents grades. Vous avez le grade de commandeur, le grade de chevalier, le grade d'officier. Et je crois que depuis que nous sommes arrivés, il y a quand même près de 2192 fonctionnaires qui ont été décorés. Donc la décoration existe bel et bien, mais il faut remplir certaines conditions, avoir 10 années d'exercice de travail, être proposé par des institutions ou par un ministère et être proposé aussi par la fonction publique. Voilà, donc la valeur est reconnue, l'excellence est reconnue et consacrée par les décorations, par l'institution de l'ordre du mérite de la fonction publique. Et tout de suite, lorsque des récipiendaires futurs vous disent « nous voudrons des avantages indiciaires liés à la décoration », vous dites oui? Effectivement, on a fait la doléance lors des dernières décorations. Si ces décorations pouvaient être assorties de quelques avantages financiers, moi je trouve que c'est légitime, mais vous savez, l'État est tenu par des contraintes budgétaires. Dites oui. Non, je ne vous ai pas dit non. Dites oui. Je n'ai pas dit non. D'accord. Vous savez, je dirais oui, mais il faut, comment on appelle, être, disons, joindre le geste à la parole. Il ne suffit pas de dire oui, mais il faut aussi que cela soit suivi. Oui, en tout cas, oui ces doléances, ces requêtes sont examinées avec la plus grande attention par moi-même et puis l'ensemble de mes collègues. Oui, monsieur le ministre, vous parlez souvent des fonctionnaires n'ont pas la culture du résultat. Comment comptez-vous pallier cela? Je n'affirme pas ça comme ça. Mais je suis parti d'un constat dans les années antérieures. On n'avait pas le sentiment que être à la fonction publique, c'est véritablement se fixer des objectifs et inscrire cela, l'atteinte de ces résultats comme une culture. On avait l'impression qu'être fonctionnaire, c'est une sinecure, la sécurité de l'emploi, et puis bon, ça s'arrête là. Non, nous voulons inculquer à nos fonctionnaires, à la fonction publique d'un pays émergent, que la culture du résultat, l'atteinte des résultats pour être évaluée, n'est pas l'apanage du secteur privé. Ça doit être aussi une culture au niveau du secteur public. Nous y travaillons. C'est pour cela que les notations traditionnelles
pratiquement rituelles ne seront plus de mise. Et vous me donnez l'occasion aussi de revenir à la révision du statut général de la fonction publique. Lorsque nous aurons obtenu la révision du statut général de la fonction publique, ce ne sera plus des notations comme ça, à l'ancienneté, mais ce sera au mérite. Et on ne parlera plus de notation, mais d'évaluation d'un certain nombre de critères qui seront pris en compte, notamment les objectifs que vos supérieurs vous auront assignés et l'atteinte de ces objectifs-là seront pris en cause pour évaluer les fonctionnaires. Rosanne Kwadjo, et nous repartons vers Régis Kofi en studio. Votre question tout de suite? Oui, ma question était relative à la formation. Le programme triennal 2017-2020 est estimé à 2 milliards. C'était pour savoir le nombre de personnes qui ont pu bénéficier ou qui sont concernées par cette formation. Là, il s'agit d'un programme très important que l'État de Côte d'Ivoire, toujours soucieux de donner la meilleure formation aux agents de la fonction publique, a conclu une convention avec une école de renommée internationale, HEC, pour la formation de près de 3000 fonctionnaires au management du service public. Et à la date d'aujourd'hui, il y a près de 1500 fonctionnaires qui ont déjà bénéficié de cette formation. Très bien. Donc nous allons repartir au studio 1 avec Régis Kofi pour les préoccupations des téléspectateurs qui nous suivent partout en Côte d'Ivoire. Dans cette deuxième vague de questions, nous démarrons avec M. Diomandé Dabobo qui voudrait savoir est-ce que la répartition des enseignants sur l'étendue du territoire est faite de manière équitable puisqu'il y a un manque criard d'enseignants dans certains villages. M. Kwame nous appelle de Boaké. Qu'en est-il de l'affectation d'un groupe de professeurs bivalents anglais EPS, promotion 2016 à 2017 ? Il nous apprend que certains ont été affectés, mais les autres non, bien qu'ayant fini la formation. Pour Mme Dafou Marie-Josée, on parle de numérisation dans la fonction publique. Cependant, lorsqu'un fonctionnaire part à la retraite, il est difficile d'obtenir des dossiers pour la pension. Et puis une question qui est revenue suite aux réponses tout à l'heure du ministre, celle de Mme Soro de Koumassi qui demande est-ce que le coût des inscriptions pour les concours sera strictement fixé à 23 500 francs CFA si, après vérification, le ministre se rend compte que les candidats paient plus? Monsieur le ministre, vous avez 4 préoccupations qui ont été exprimées. La répartition des enseignants, répartition équitable ou non, il y a un déficit dans certaines zones, certainement, c'est ce qui a été constaté par les téléspectateurs. Mais je pense que la répartition des enseignants qui est faite par mon collègue de l'Éducation nationale se fait de façon équitable. Et donc là-dessus, je ne m'étendrai pas. Mais je pense que les affectations ne sont pas faites au hasard, c'est fait en fonction des nécessités de service, des besoins qu'il y a, des effectifs que l'on retrouve dans telle ou telle localité, des structures. Je pense que c'est fait de cette façon-là. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous nous attachons à faire en sorte que les choses se fassent de façon équitable. Alors, on a parlé des enseignants ambivalents. Anglais et PS. C'est vrai que ce ne sont pas les deux disciplines qu'on voyait côte à côte, mais enfin. Oui. Bon, j'avoue que je ne comprends pas très bien, je n'ai pas très bien compris. Le téléspectateur semblait dire que certains n'ont pas encore eu de poste d'affectation, bien qu'ayant terminé leur formation. Je vous ai parlé tantôt des effectifs d'abord au niveau de l'enseignement qui sont assez... même si nous faisons le constat qu'il n'y a pas suffisamment d'enseignants, mais au niveau de la fonction publique, c'est le secteur éducation-formation qui concentre les plus gros effectifs. Et je vous ai dit aussi que les structures qui interviennent pour les affectations, les échelons, les étapes comportent quand même un certain nombre assez important. Et ce qui peut expliquer que des dossiers n'étant pas encore totalement prêts, je ne sais pas si la personne parle d'affectation à opérer par la fonction publique ou d'affectation à effectuer par le ministère de l'Éducation nationale. Ce sont des questions qui nécessitent que des clarifications soient faites pour qu'on sache à quel niveau se trouvent les responsabilités. Prenons par exemple, s'il s'agissait du ministère de la fonction publique, que diriez-vous? S'il s'agissait du ministère de la fonction publique, je veux qu'on m'apporte le dossier pour que nous examinions et voir les décisions à prendre.
Bon, l'autre Parce question, que moi, je n'ai pas connaissance de ça. L'autre question, c'est juste un avis. Anglais et EPS, ensemble, bivalents. Mais je ne suis pas un pédagogue. Ça, ce sont des choses qui se sont décidées au ministère de l'Enseignement. Et je suppose que cela a été fait pour corriger les déficits que nous enregistrons dans certains secteurs. Et c'est après des concours et des formations. Donc, il y a des professeurs qui postulent à cela et qui obtiennent, qui sont admis, donc qui sont aptes à enseigner les deux choses. L'éducation physique, je ne vois pas pourquoi c'est antinomique, enseigner l'anglais, enseigner le français. Mais non, c'est juste votre avis. Non, moi je trouve que c'est une excellente chose. D'accord. Voilà. Je trouve que c'est une excellente chose. À l'époque, nous envoyons des coopérants, je ne dirais pas de quel pays. Mais... Donc, ce n'est pas nécessaire. Bon. D'accord. Voilà. Le troisième point, des retraités qui n'arrivent pas à constituer leur dossier parce que, voilà, pour la pension. C'est une question très, 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 très importante parce que chacun d'entre nous, y compris nous qui sommes sur ce plateau, nous sommes des retraités potentiels. Donc, nous avons intérêt à faire en sorte que les fonctionnaires qui vont à la retraite n'aient pas à parcourir, à faire le parcours du combattant pour avoir leur dossier. Mais là aussi, je dois avouer qu'avec l'introduction du SIG-FAI, si tous les dossiers sont réunis, là, aujourd'hui, ce délai-là aussi a été divisé en deux. Il y a un véritable coup d'accélérateur qui a été donné à ce moment-là. Mais ce qui se passe, c'est que parfois, alors que les fonctionnaires savent que dans telle année, ils vont aller à la retraite, au lieu de commencer à constituer les dossiers, ils entreprennent des démarches avec l'espoir qu'on va proroger leur délai de la période d'activité. Donc, ils arrivent au bout, on n'a pas prorogé leur période d'activité et le dossier de départ à la retraite n'est pas prêt. Dans tous les cas, ce vers quoi moi je veux tendre et ce pourquoi je sollicite toujours l'engagement et la détermination de mes agents, c'est d'arriver à faire en sorte que tous les dossiers, tous les documents qui sont édités par la fonction publique, qu'on n'ait pas à demander ces documents aux fonctionnaires. Puisque c'est l'administration elle-même qui les aura édités. Par exemple, un certificat de prise de service, c'est l'administration qui l'a délivré. Je ne conçois pas qu'au moment où le fonctionnaire part à la retraite, on lui demande d'envoyer son premier certificat de prise de service. J'appelle ça certificat de première prise de service. Alors que si nous avons, avec la numérisation des archives, si nous avons une digitalisation de toute la procédure, mais il suffit de rappeler le dossier de l'œuvre du fonctionnaire et on retrouve cette pièce dedans. Et ça va réduire énormément, considérablement, le temps d'attente. Nous travaillons à faire en sorte véritablement que les fonctionnaires qui partent à la retraite n'aient pas à subir ce stress pour toucher la pension de la radiation. Mais il y a aussi qu'il faut préciser que dans ce processus interviennent plusieurs structures. Vous avez naturellement le ministère de la fonction publique, mais vous avez aussi le service technique d'origine du fonctionnaire. Vous avez l'IPS-SEGRAE qui intervient dans le processus. Ensuite, vous avez le contrôle financier qui intervient et qui relève du ministère du Budget. Donc, un ensemble de structures qui interviennent dans un seul dossier et parfois, il y a quelques dysfonctionnements parce que le fonctionnaire n'a pas pu donner tel ou tel dossier. Mais toutes ces structures, la multiplicité des structures, fait que parfois, cela prend quelques temps. Mais la volonté de faire en sorte que ce délai soit le plus bref possible, cette volonté-là ne nous manque pas. Alors, le quatrième point qui a été évoqué par l'un des téléspectateurs, c'est encore le D'accord, la même question. Je vous ai dit que j'allais vérifier, mais je vous ai précisé tout à l'heure en off que lorsque j'ai dit que c'était 23 500, je n'avais pas dit que le fonctionnaire n'allait plus payer, le candidat n'allait pas payer des papiers RAM pour aller composer, qu'il n'allait pas payer un bic pour aller... Il y a un certain non, ça non plus, nombre de choses. Ils Parce que quand on me parle de pochette, moi je n'ai pas parlé d'achat de pochette, j'ai parlé des frais de concours. Il faut qu'on soit clair dans les choses. Très bien. Il semblait dire que c'est vos services qui connaissent là. D'accord. Donc, comme vous allez vérifier, monsieur le ministre, nous sommes donc... oui, heureusement. Oui, monsieur le ministre, qu'en est-il des matricules après les différents stages en ce qui concerne l'enseignement primaire, il faut attendre un an pour avoir
le numéro matricule et ensuite attendre une autre année pour avoir l'arrêté de nomination. Je viens de vous dire que tout cela, je ne dirais pas que c'est des vieux souvenirs, mais en tout cas, à la date d'aujourd'hui, ça ne se fait plus comme ça. Parce qu'avant, il fallait donner le matricule de façon manuelle. D'ailleurs, cela même était source de fraude, puisque par des petites combinaisons, des malfrats pouvaient, des gens de peu de foi pouvaient donner de faux matricules. Mais aujourd'hui, avec le SICFAE, tout cela se fait de façon informatique. Et on ne peut plus. Lorsque tout est fait, on ne peut plus attendre 1 an, 2 ans avant d'avoir son premier mandatement, c'est-à-dire le premier salaire. On ne peut pas attendre 1, 2 ans avant d'avoir un numéro matricule. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, en 2 mois, ça devait pouvoir se faire. Okay. Merci. Très bien. Monsieur le ministre, nous allons aborder maintenant la 3e et dernière partie de cette émission, la gestion des conflits sociaux. Alors, le Front social s'est cristallisé à nouveau ces derniers temps avec des grèves à répétition dans le secteur de la santé, de l'éducation, des mines. Alors, malgré la signature de la trêve sociale, alors qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai envie de poser la question comme cela. Monsieur Fofana, merci beaucoup. C'est un sujet tout à fait sensible. Vous savez, la grève, c'est un moment de crise, de perturbation des services publics. Et c'est pour cela que le gouvernement a consenti à signer une trêve portant revendications sociales et puis trêve sociale. Le droit de grève est un droit qui est reconnu par les différentes constitutions dont la Côte d'Ivoire s'est dotée, y compris la dernière, celle du 8 novembre 2016. Mais ce droit de grève est aussi réglementé par une loi, notamment la loi numéro 92-571 du 11 septembre 92. Cette loi réglemente la grève. Or, nous avons assisté tout récemment, comme vous le dites, à une ébullition du Front social, mais les grèves se sont souvent déclenchées dans des conditions totalement illégales, sans respect de certaines procédures. Et la trêve a été conclue. Vous savez, le gouvernement de Côte d'Ivoire a accompli des efforts énormes pour l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires. Et pour cela, vous me permettrez de me référer à mes notes. D'abord, il y a la satisfaction des 7 points de revendications salariales réclamées par les fonctionnaires. Le paiement du stock des arriérés du salaire pour un coût de 249 milliards. La revalorisation indiciaire pour les emplois ne bénéficiant pas d'une grille particulière de 150 points pour les catégories A et B. L'institution d'un régime indemnitaire particulier au profit des personnels pénitentiaires. La revalorisation de l'indemnité de contributive au logement des personnels paramilitaires. L'octroi aux pompiers civils d'une indemnité contributive au logement. Le précompte des cotisations syndicales à la source au profit des syndicats. L'intégration à la fonction publique de tous les agents journaliers. Et il y a ensuite les efforts consentis antérieurement par le gouvernement et qui tendent à améliorer les conditions de vie des fonctionnaires de l'État. Le déblocage des salaires. Vous savez que ces salaires étaient bloqués jusqu'en 1998. Et dès l'avènement du président de la République, son excellent Alassane Ouattara, sans qu'on ne lui demande, il a décidé de procéder au déblocage des salaires. Et il y a eu ce déblocage. Il y a eu le paiement effectif de la totalité des revalorisations salariales qui a été acté, soit un effort de paiement de plus de 81 milliards de francs CFA supplémentaires par an. Du déblocage des avancements indiciaires au profit de l'ensemble des fonctionnaires en 2014 et en 2015, soit un effort financier exceptionnel annuel de 126,5 milliards de francs CFA. De la revalorisation de 400 points d'indice accordés au cadre supérieur de la santé et de 150 points d'indice au personnel technique de la santé pour un montant annuel de 15 milliards de francs CFA. La revalorisation de 150 points ou 100 points d'indice au profit des fonctionnaires de certains emplois techniques et scientifiques pour un montant annuel de 3,4 milliards de francs CFA. La reprise des avancements automatiques de chaque fonctionnaire dont je viens de parler. Avant, on vous disait qu'il y a un glissement catégoriel sans effet financier. Mais c'est ça, c'est un glissement catégoriel. Quand il n'y a pas d'effet financier, vous-même vous l'avez dit tout à l'heure, lorsque c'est accompagné, cela va encore mieux. Pour 12 milliards, la promotion depuis 2014 des fonctionnaires des grades A4, A5
et assistent au grade supérieur pour un coût annuel moyen de 6,9 milliards de francs CFA. De la grille salariale particulière dès 2011 aux médecins. Il en est de même pour les membres du corps professionnel diplomatique, du corps professionnel. C'est près de plus de 1500 milliards lorsqu'on ajoute les frais de formation. Plus de 1500 milliards, le Premier ministre l'a rappelé la dernière fois, hein, aux manifestations du 1er. Et tout cela par un gouvernement qui ne fait qu'apurer des passifs. Parce que c'est vrai, si au nom de la continuité de l'État, nous devons faire face à ces passifs-là, mais il y a quand même le droit d'inventaire, que l'on sache d'où on vient. Et c'est pour cela que lorsqu'on a conclu, on a fait tous ces efforts et qu'on en vient à signer une trêve dans laquelle les syndicats se sont engagés à ne pas faire de la grève pendant 5 ans. On n'a pas dit que pendant ces 5 ans, il n'y a plus de problème. Mais on dit que pendant ces 5 ans, faisons en sorte que s'il y a un problème, que nous recourons au dialogue pour résoudre ces problèmes-là. On n'est pas utopiste, on n'est pas dupe pour penser qu'il suffit de signer une trêve pour que tous les problèmes disparaissent. Mais on dit, accordons-nous pour faire en sorte que le calme règne, que les services continuent, que le fonctionnement normal des services ne soit pas bloqué, mais que s'il y a des problèmes nouveaux qui se posent, réglons-les dans les instances qui sont prévues par les accords. Et jusqu'à présent, l'État s'est acquitté de ses engagements. Des engagements qui ont été pris par l'État de Côte d'Ivoire. L'État les a respectés, le paiement des stocks des arrières. Et c'est pour la première fois que des organisations syndicales, sur 8 points de revendication, ils obtiennent quasiment satisfaction sur tous les points. On doit le reconnaître. Alors, et c'est pour cela que nous ne comprenons pas pourquoi certains syndicats, après avoir bénéficié des acquis de la trêve sociale, se lancent dans des grèves qui sont, pour la plupart du temps, observées de façon illégale, au mépris de toutes les réglementations et les lois en vigueur, et surtout de ces dispositions. C'est pour ça que je voudrais lancer un appel aux fonctionnaires. Tout le monde reconnaît que le droit de grève, c'est un droit sacré. Mais la liberté d'aller et venir, le droit aussi au travail, est aussi un droit qui est consacré par l'État de Côte d'Ivoire. Or, très souvent, on observe qu'on procède par la violence, on empêche ceux qui veulent aller travailler d'aller au travail. Il faut que tout cela, que les syndicalistes, mes chers frères, mes amis, sachent que les syndicats doivent leur existence par le respect de la loi. S'il n'y a plus de respect de la loi, plus rien n'est possible. Plus rien n'est possible. Donc il faut que les mouvements sociaux se fassent dans le respect des procédures et des lois qui existent. Et j'invite les syndicalistes à s'inscrire, à respecter, à revenir à l'esprit et à la lettre de la trêve sociale. Je me réjouis d'ailleurs de la sagesse qui a fini par habiter tout le monde sous l'égide du Premier ministre et qui a engagé, qui a tracé un nouveau cadre de dialogue et tous les syndicats ont souscrit à cela. Et j'encourage tous les acteurs sociaux à demeurer dans cette ligne-là et à privilégier véritablement la pratique du dialogue. Vous savez, comme disait le président Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, sur la terre des hommes, il y aura toujours des problèmes. Mais pour résoudre ces problèmes, il n'y a pas 36 solutions. Il y a la voie du dialogue ou la violence. Mais si vous commencez par la violence, vous finirez toujours par le dialogue. Alors, commençons toujours par le dialogue. Parce que quand après la violence, vous en venez au dialogue, c'est dans des conditions autrement plus difficiles. Parce qu'entre-temps, la méfiance s'est installée et les acteurs ne se font plus confiance. Alors, privilégions toujours le dialogue, commençons par le dialogue, continuons par le dialogue, finissons par le dialogue. Aujourd'hui, monsieur le ministre, nous sommes en train d'échanger avec les syndicats. Le dialogue continue. Absolument. Le dialogue continue, mais nous avons entendu certains fonctionnaires nous dire aujourd'hui, même avant même cette émission, que leurs comptes sont encore gelés. Alors, je suis surpris. Je suis surpris parce que dès l'instant où tous les syndicats ont appelé à la reprise du service, les comptes qui étaient les salaires, les ponctions gelées, peu importe le terme, le
Premier ministre a donné des instructions pour que ces comptes-là soient dégelés. Alors qu'on me dise qu'il y a encore des comptes gelés, je suis surpris. En tout cas, je n'ai pas connaissance de cela. D'accord. Oui, Rosemont. Oui, monsieur le ministre, j'aimerais bien savoir comment gérez-vous donc le temps entre le dépôt des préavis et le début de la grève? Parce que bien souvent, on a l'impression que le gouvernement n'anticipe pas. Je vous ai dit que la grève étant reconnue par la Constitution, affirmée par le statut général de la fonction publique, elle est quand même réglementée. Il y a une loi qui porte modalité de la grève dans les services publics. Lorsqu'il y a un conflit qui naît, il y a une première tentative de conciliation qui est menée par le service ou l'organisme où la grève, où le conflit apparaît avec les syndicats. Lorsque, et les services compétents du ministère de la fonction publique, lorsque on n'arrive pas à une solution à ce premier niveau, le ministère technique et le ministre de la fonction publique sont saisis de la question. Ils vont tout faire pour faire en sorte de trouver une solution au litige qui est né. Lorsqu'à ce niveau, on est bien obligé de constater qu'il n'y a pas eu de solution, c'est le chef du gouvernement qui est saisi. Donc vous voyez, il y a différentes étapes d'abord. Mais lorsque, malgré l'intervention du chef du gouvernement, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de solution, et que les fonctionnaires décident, je dis les fonctionnaires, les travailleurs du secteur public décident d'aller à la grève, de cesser le travail, ils doivent déposer un préavis de grève 6 jours ouvrables avant et simultanément dans le service ou l'organisme, à la direction ou du service ou de l'organisme concerné, et aussi au ministère de la fonction publique qui doit en donner un récépissé de dépôt. Ils doivent indiquer le motif de la grève, la durée, l'heure à laquelle cela va commencer. Et pour certains services, ils doivent assurer un service minimum. Vous savez, les services de la santé, les services du transport, les douanes, les impôts, les trésors, etc. etc. Donc, c'est tout cela qui doit être préalablement observé avant de recourir à la grève. Or, nous constatons que le dialogue n'a même pas encore été épuisé au premier échelon qu'on dépose des préavis de grève. C'est pour cela que je vous disais que tout à l'heure, que la plupart de ces grèves qui ont été déclenchées ici ou là l'ont été au mépris de toutes les dispositions législatives et réglementaires. Voilà un peu ce que je puis dire. Dans tous les cas, à la faveur de la trêve qui a été signée, il a été institué des comités de dialogue sectoriel dans chaque ministère. Et vous avez le comité du dialogue social au niveau de la fonction publique, et il y a même au niveau national un comité national du dialogue social. Donc, on doit anticiper. On doit faire en sorte d'anticiper les crises au lieu d'attendre qu'elles surviennent pour tenter de les gérer. Mais lorsque, par la force des choses, elles surviennent, il y a quand même des procédures pour les résoudre. Et moi, j'appelle tous mes compatriotes, qui soient fonctionnaires ou syndicats, à observer cela. Parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde, c'est dans l'intérêt de la nation. Vous savez, notre pays revient de très loin. Vous savez, on a ceci de formidable. L'homme a cette faculté que Dieu lui a donnée, qui est tantôt une force, tantôt une faiblesse, c'est la capacité d'oublier. Aujourd'hui, personne ne se souvient de là où le président Alassane Ouattara a pris ce pays. Mais nous savons tous dans quel état on l'a pris. Donc moi, j'appelle quand même mes compatriotes, les fonctionnaires, les travailleurs du secteur privé à savoir raison garder et regarder un peu de temps en temps, savoir d'où on vient et où nous sommes aujourd'hui, par tout ce qui a été fait. Très bien. Monsieur le ministre, vous parlez d'anticipation. Les grèves qui ont eu lieu récemment, les agents de l'État, les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, ce que nous avons entendu souvent dire, nous voulons des primes de logement, nous voulons des indemnités de logement. Est-ce qu'aujourd'hui, vu cette situation, vous avez pensé à une politique d'accès au logement des fonctionnaires?
Justement, je crois que c'est une question très importante. Et de toutes les façons, le président de la République nous incite dans ce sens à faire en sorte que l'Ivoirien, dans les secteurs, que ce soit la fonction publique ou partout ailleurs, qui a la possibilité de pouvoir accéder à la propriété. Et nous avons, en discussion avec certains organismes, des projets de faire en sorte que les fonctionnaires puissent avoir accès à, disons, à la propriété immobilière. Donc ce sont des opérations auxquelles nous pensons, qui nécessitent quand même des études sérieuses pour ne pas s'engager dans des opérations périlleuses, comme on l'a vu par le passé, où des fonctionnaires ont cotisé et finalement un opérateur véreux a disparu avec ses sous et l'État de Côte d'Ivoire s'est retrouvé en train de dédommager les fonctionnaires alors que c'était une opération somme toute privée. Oui, Monsieur le ministre, en lieu et place d'un comité de dialogue social, pensez-vous pas qu'il serait plus louable de créer des structures permanentes de dialogue pour faire face à toutes ces préoccupations? Mais je vous ai dit qu'au niveau de chaque ministère, voilà, au niveau de chaque ministère, il y a des plateformes de dialogue. Constamment, on n'attend pas que la crise survienne avant de le faire. Et lorsque ça survient, on doit pouvoir discuter au niveau de ces plateformes-là d'abord. Ça existe. D'accord. Peut-être la dernière question. Aujourd'hui, sur nos bulletins de salaire que nous voyons, contribution nationale. Oui. Qu'en est-il exactement? C'est un provisoire qui est devenu permanent. Qui ne date pas d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Oui, non, je ne vous accuse de rien, mais tout de suite, depuis 1980 quand même, c'était quelque chose de provisoire, c'est ce qui a été annoncé. On a bien suivi cette affaire, mais nous sommes en 2019. On en prend note. Vous prenez note? Oui. Mais je contribue moi aussi, figurez-vous. Hein. Ah oui, mais donc nous parlons pour nous tous. Alors, que peut-on faire aujourd'hui, ce provisoire qui est devenu totalement permanent? Mais c'est quand même... on doit parfois se réjouir d'apporter aussi sa pierre à la construction nationale. Tu vois, ça n'a pas été institué, je pense, par plaisir, hein, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Et je pense que lorsque les conditions seront réunies pour revenir sur cette contribution, ce sera fait. Dans tous les cas, pour l'instant, c'est ce qui existe. La dernière question. Oui, Monsieur le ministre, qu'en est-il de l'indice référentiel de calcul du salaire de base, qui date aussi de 1961? L'indice de quoi? Calcul du salaire de base, qui est de 247 francs. Oh, cela date de 1961 quand même. Oui, oui. Bien, mais je vous ai dit que nous sommes en train de réviser le statut général de la fonction publique. Donc toutes ces questions feront l'objet d'études. Mais je dois vous avouer aussi que nous sommes tenus par une stratégie de maîtrise de la masse salariale et que nous devons tenir compte de cela parce qu'il y a ce qu'on appelle des critères de convergence. Nous sommes dans un environnement, nous sommes dans des espaces économiques régionaux tels que l'UMOA où nous avons un certain seuil à atteindre, notamment le ratio recettes fiscales intérieures et masse salariale. Il y a un certain... au niveau de l'UMOA, on ne doit pas dépasser 35%. Donc il y a toutes ces contraintes dont il faut tenir compte. Et je dois dire quand même que nous, fonctionnaires, souvent en Côte d'Ivoire, on doit regarder un peu autour de nous. Et il y a des pays où les fonctionnaires sont à 3 ou 4 mois de salaire impayés, des arriérés qu'on ne paye pas. C'est-à-dire le salaire du mois n'est pas payé, le salaire du second mois n'est pas payé. 3 mois. Bon, bien sûr, on ne se compare pas aux derniers de la classe, mais quand même, comparaison sans être raison, vaut souvent la peine d'être faite. Voilà, merci. Monsieur le ministre, nous terminons. Nous avons parlé recrutement à la fonction publique, gestion des effectifs et gestion des conflits sociaux. Quelle est la conclusion que vous pourriez tirer pour terminer cette émission? À commencer par dire que nous avons bien fait de vous inviter. Ça, c'est à vous de le dire. Très bien, d'accord. Je pense. Mais je vous remercie. Je voudrais dire ceci. Nous voulons traduire en acte concret la vision du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent et d'avoir une fonction publique performante et efficace. Et on ne peut atteindre, on ne peut relever ces défis qu'avec une fonction publique animée par des acteurs de qualité. Et je veux que la fonction publique, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, ait à cœur de prendre sa part entièrement dans le processus qui conduit à l'émergence.
Et donc j'appelle chaque fonctionnaire, à faire chaque jour un peu plus que la veille, pour que nous ayons une fonction publique véritablement à l'image du pays moderne que le président de la République et son gouvernement est en train de construire. Et c'est pour cela que des actions et des réflexions très fortes sont en cours pour renforcer le dispositif existant. Notamment, je viens de vous parler de notre projet de révision du statut général de la fonction publique pour inscrire au cœur des préoccupations du gouvernement la formation. Je vous ai parlé aussi du référentiel de l'emploi et des compétences pour adapter nos formations, nos besoins aux nécessités du service, aux besoins de l'administration. Il y a aussi que nous avons la réforme de l'ENA qui a déjà commencé, en révisant les curricula de formation, avoir une fonction publique qui réponde aux standards internationaux. Parce qu'aujourd'hui, le développement, c'est un dialogue entre le privé et le secteur public. Si vous avez en face des acteurs bien formés, performants, efficaces dans les discussions, alors qu'au niveau du secteur public, qui représente l'État de Côte d'Ivoire, vous avez un personnel qui n'est pas qualifié, qui n'est pas bien formé, il est bien évident que les intérêts de l'État de Côte d'Ivoire ne seront pas pris en compte. C'est pour cela que nous voulons nous attacher à faire en sorte que notre fonction publique soit une fonction publique performante, qui est au cœur de son action la culture du résultat et qui soit conscient que les fonctionnaires sont un pilier important dans la construction d'un pays émergent. Voilà ce à quoi nous voulons nous atteler. Et je voudrais vous dire merci de nous avoir donné l'occasion aujourd'hui d'en parler. En tout cas, c'est nous qui vous disons merci, Monsieur le ministre, d'avoir honoré ce rendez-vous qui nous a éclairé davantage sur les réformes actuelles à la fonction publique et leurs impacts sur les travailleurs de Côte d'Ivoire. Merci à vous aussi, Rosemonde Kouadio, pour votre appui. RTI 1 reçoit. C'est terminé pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans une semaine. Merci et bonsoir.